Et revenir sur ce plateau. Avec le professeur Sambou Ndiaye, co-président du comité scientifique du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. D'abord, professeur, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'importance de ce forum et un peu l'historique de cet événement? Merci beaucoup, M. Diop. Le Forum africain de l'économie sociale et solidaire est la suite du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire que le Sénégal a organisé en 2023 pour la première fois en terre africaine, où toute l'humanité s'est rendue sur Dakar pour discuter de l'économie sociale et solidaire. Après cela, nous sommes allés au Cameroun à Yaoundé en 2024 pour décider que les Africains devraient avoir un agenda qui leur est propre sur le plan de l'économie sociale et solidaire. Et après Yaoundé, les participants ont décidé que ce sera le tour de Dakar. Et donc, du 6 au 9, on est sur Dakar avec 35 pays africains, 2500 participants, une quinzaine de ministres, des partenaires au développement, pour réfléchir sur l'ESS comme levier d'inclusion sociale, levier de transition, mais aussi levier de convergence. Un mot sur la portée politique et institutionnelle de l'événement. La présence, par exemple, à l'ouverture de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que la participation de nombreux ministres africains et européens témoignent d'un fort signal politique. En quoi cette deuxième édition marque-t-elle un tournant dans l'institutionnalisation de l'ESS au plus haut sommet des États africains? Cette deuxième édition marque un enjeu extrêmement important que le Sénégal va porter. C'est l'harmonisation des cadres institutionnels et stratégiques de l'ESS. Le président de la République et président de la CEDEAO, nous pensons que l'ESS, en tant que levier d'intégration, devrait permettre aux pays très avancés tels que le Sénégal, Cameroun ou le Maroc de pouvoir interagir avec les autres pays qui démarrent pour les accompagner en vue d'avoir un cadre institutionnel important. L'autre enjeu important, c'est la voix de l'Afrique sur l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'en 2023, les Nations Unies ont déclaré l'ESS comme un levier de développement durable et inclusif. Et la voix de l'Afrique est extrêmement importante. Rappelons, M. Diop, que l'économie sociale et solidaire, son ADN, c'est bien l'Afrique. Dans le monde occidental, c'est l'économie capitaliste. Donc l'économie réelle qui fait fonctionner notre société, c'est l'Afrique. Et donc c'est l'Afrique qui va porter un plaidoyer international sur la promotion d'un autre modèle économique beaucoup plus inclusif, beaucoup plus solidaire et qui respecte nos valeurs sociales. Donc sur le plan de l'enjeu social, c'est extrêmement important. L'autre enjeu aussi pour le Sénégal, c'est comment faire pour que l'État sénégalais mette plus de moyens pour rendre opérationnelles les avancées institutionnelles et stratégiques. Le Sénégal est très en avance sur le plan des documents institutionnels et stratégiques. On a la loi, on a des documents cadres, on a le cadre institutionnel, on a des dispositifs financiers, mais les moyens ne suivent pas suffisamment. Et c'est ça qui explique que les dynamiques de l'économie sociale et solidaire sur le terrain, portées par une diversité d'acteurs, ces dynamiques sont en décalage avec la mise en œuvre opérationnelle de la politique publique. Mais qu'est-ce qui bloque cette mise en œuvre opérationnelle? En fait, c'est les moyens. C'est les moyens techniques. Ou Non, il y a une réelle volonté politique. Le président de la République vient de décider que l'année 2026, c'est l'année de l'ESS et l'année de l'emploi. Donc ça, c'est important. Le Sénégal dispose de coopératives, le Sénégal dispose de dispositifs financiers. Mais même au-delà de l'État, même les partenaires de l'État sénégalais sont peu présents au niveau, n'est-ce pas, de l'accompagnement institutionnel. Oui. Autrement dit, l'État sénégalais, comme tous les autres États africains, continue à fonctionner sur la base de l'économie officielle capitaliste, qui est une économie extravertie. Depuis l'économie de rente post-coloniale jusqu'à aujourd'hui, c'est cette économie qui a créé tous ces problèmes de dépossession, d'éviction. C'est cette économie qui exploite les ressources sans pour autant prendre en charge les droits, n'est-ce pas, des populations. C'est cette économie qui remet en cause l'environnement. C'est cette économie qui est créatrice d'inégalités sociales. C'est cette économie qui creuse les écarts nord et sud. Nous pensons qu'il est temps que l'Afrique assume son économie, cette économie basée sur l'endogénéité, parce que c'est l'économie sociale et solidaire qui est une modalité d'appropriation endogène de notre économie. Je rappelle que dans l'histoire, on a fait l'économie d'autosubsistance, ça veut dire
produire pour satisfaire ses besoins. C'est une économie. Oui. Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore réglé l'autosuffisance alimentaire. On avait également l'économie de la réciprocité, à travers des échanges de biens qui créaient un lien social. On avait aussi une économie de redistribution basée sur la C'est solidarité. intéressant ce que vous dites, l'autosuffisance alimentaire par l'économie sociale et solidaire, c'est possible? Tout à fait. Je rappelle que le CNCR et le ministre actuel, Cheikh Omar Ba, que je salue, ont déjà démontré que l'exploitation familiale règle 75% de la sécurité alimentaire. Donc, pour quelle raison le Sénégal veut mettre l'accent sur des agrobusiness alors que l'exploitation familiale peut bien, n'est-ce pas, nourrir cette population? Je viens du Delta où vous avez vu qu'il y a un excédent de la production de riz cette année. Mais justement, ce riz reste invendu. Un riz que nous ne consommons pas. Que nous ne consommons pas. Maintenant, justement, c'est cet aspect d'inclusion sociale qu'il faut gérer. Autrement dit, comment amener les Sénégalais à changer de mode de consommation? Dans l'économie sociale et solidaire, c'est l'autoconsommation et c'est l'économie de la sobriété. C'est un autre modèle économique, un autre modèle de consommation éco-responsable qui ne compromet pas l'environnement, mais surtout qui part des ressources territoriales. Je rappelle que le Sénégal a des ressources. Un modèle économique devrait se baser sur la valorisation des ressources dont nous disposons pour offrir des opportunités d'emploi, des opportunités de revenus, des opportunités d'inclusion socio-économique, notamment aux jeunes et aux femmes. Et c'est véritablement ce discours que nous voulons porter pour que la plus haute autorité de ce pays, qui comprend déjà cet enjeu, puisse mettre beaucoup plus de moyens. Le ministère de l'économie sociale et solidaire ne peut pas répondre à la forte demande des femmes, des jeunes, dans les territoires, dans les secteurs d'activité, parce que justement, on n'a pas suffisamment de moyens. Je donne l'exemple aussi de la RSE. Vous savez que l'État sénégalais a décidé d'adresser la RSE au niveau du ministère de l'économie sociale et solidaire, mais le ministère n'a aucun levier pour contraindre les entreprises qui exploitent les ressources. La loi nous dit que les ressources naturelles constituent une propriété du peuple. On est d'accord? Mais je rappelle que lorsque les multinationales exploitent nos terres, exploitent nos mers, nous n'avons aucun moyen de contrôler ce qu'ils sont en train de faire. Même s'ils nous déclarent qu'ils donnent des milliards, nous n'avons aucun moyen parce que nous ne sommes pas présents. Et je rappelle dans ce cadre justement que l'économie sociale et solidaire promeut l'ancrage territorial. La territorialisation du contenu local, par exemple, permettrait d'avoir des espaces de redevabilité socio-territoriale qui permettent aux acteurs sociaux territoriaux, aux collectivités territoriales, de se retrouver dans l'exploitation de leurs propres ressources. Alors, j'ai regardé un peu le programme. La deuxième plénière des ministres est axée sur l'opérationnalisation de la stratégie ESSS de l'Union africaine. Ma question, c'est quels sont les principaux verrous politiques ou réglementaires que ce forum doit faire sauter pour que cette stratégie décennale devienne une réalité palpable sur le terrain? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut des résultats. Tout à fait. Nos institutions ont l'habitude de réfléchir sur la base de l'agenda international. Imaginez-vous, la stratégie décennale de l'Union africaine est adressée sur le travail officiel formel de l'OIT. Alors que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas le travail formel. C'est justement le secteur, ce que nous appelons le secteur informel. Donc, nous, Africains... L'OIT, Organisation internationale du travail. Nous, Africains, nous voulons poser l'enjeu sur les modèles africains d'ESS comme modalité de reconfiguration, de refondation de l'économie. Nous sommes dans un système économique mondial basé sur le capitalisme, avec ses enjeux de propriété privée, de rentabilité, de maximisation du profit, de logique de maximisation de l'intérêt. Nous voulons poser les enjeux sur les autres dimensions de la vie économique et sociale, et ce sont ces dimensions qui peuvent adresser. Autrement dit, nous allons poser deux enjeux. Le premier enjeu, c'est comment endogénéiser nos économies à travers l'économie sociale et solidaire. Le second enjeu, c'est comment harmoniser les cadres institutionnels et stratégiques de l'ESS en Afrique. Mais ça aussi, c'est un paradoxe parce que le programme officiel met fortement l'accent sur les alliances internationales, les financements innovants, réussissants des acteurs comme la Banque islamique du Sénégal, l'OCDE et l'OIT. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, face aux limites des financements traditionnels, quel nouveau mécanisme de solidarité financière ce forum cherche-t-il réellement à Il y a tellement de mécanismes. Je peux parler par exemple de la philanthropie religieuse. Vous avez tellement de fondations religieuses à Tivaouane, à Touba, à Léona Niassène qui arrivent à mobiliser
en un temps record des centaines de millions de francs CFA, ça veut dire qu'on ne manque pas de richesse. La précarité que nous vivons... Relativement pas si important quand même, non? Non, je parle de... Mais regardez Touba Sakaram. Oui. Touba Sakaram C'est fait vrai. des investissements et Absolument. devance l'État. En milliards. Vous allez en Tivaouane, c'est la même chose. C'est vrai. Il y a même des fondations religieuses qui arrivent à mobiliser de l'argent, mais pour construire des mosquées. Nous voulons que ces fondations viennent se poser comme levier d'inclusion socio-économique, Des vrais viennent se acteurs. poser pour prendre en charge les services sociaux de base que l'État n'arrive pas à suppléer. Il y a cet exemple, il y a d'autres mécanismes. Il y a la RSE, il y a le crowdfunding, il y a d'autres mécanismes financiers innovants qui sont là, mais que malheureusement l'État... Il y a également le WAQF. Hein, le Sénégal dispose, n'est-ce pas, d'un cadre juridique très intéressant, mais malheureusement, il n'y a pas encore le support institutionnel de l'État pour que tous ces mécanismes fonctionnent. Vous allez au Maroc, le WAQF est très important et tout le monde fait du WAQF. Le crowdfunding est très important. Je rappelle également que nous avons un système de tontine. Qu'est-ce qui permet à nos femmes qui ne peuvent pas accéder au crédit bancaire d'avoir du financement pour financer leurs activités? C'est les tontines. C'est les mutuelles d'épargne de crédit, c'est le système de financement décentralisé. Mais malheureusement, vous avez vu le cadre qui appuie ces dispositifs trouvés par les populations. Parce que l'enjeu réel, c'est les populations qui arrivent à trouver des solutions au regard de leurs problématiques. L'économie sociale et solidaire est un terreau d'innovation permettant aux acteurs de trouver des solutions pragmatiques au regard de leur situation en valorisant leurs richesses. Mais malheureusement, la valorisation de cette économie par les pouvoirs publics, c'est ça véritablement le retard. Le Sénégal dispose de tous les cadres qui existent, mais l'opérationnalisation pose encore problème. Oui, le slogan de cette édition met en avant l'inclusion et la convergence. Comment le forum Dakar 2026 réussit-il à faire dialoguer des mondes parfois cloisonnés, hein, tels que les réseaux de l'économie informelle, les collectivités locales aussi, les startups digitales et les institutions internationales? C'est un Très vrai bonne travail question. et c'est un vrai challenge, hein, j'imagine. Et justement, c'est Dakar qui a innové. C'est en Afrique qu'on a innové. On a proposé à nos amis occidentaux que désormais, les forats d'économie sociale et solidaire devraient être multi-acteurs. Si nous parlons qu'à nous-mêmes, ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas influer sur le système. C'est pourquoi vous avez bien vu au niveau du programme, on a 2 plénières de ministres, on a 2 plénières de partenaires techniques et financiers, 2 plénières de comité territorial. Autrement dit, tous les maires et présidents de conseils départementaux de l'Afrique sont à Dakar pour discuter de cela. On a invité également le secteur privé pour leur dire, vous avez votre part, vous pouvez exploiter nos ressources sans compromettre le monde de propriété. Finalement, le forum de Dakar est déjà une innovation parce que c'est tout l'écosystème d'acteurs de l'économie qu'on a invité pour dépasser les cloisonnements et discuter. Donc il y aura non seulement un décloisonnement entre les acteurs, un décloisonnement entre les secteurs, mais un décloisonnement multiscalaire. C'est-à-dire nous voulons faire dialoguer l'échelle internationale, l'échelle nationale et l'échelle territoriale. Autrement dit, le Sénégal assume réellement son leadership et son rôle pionnier dans l'économie sociale et solidaire en posant l'enjeu de l'harmonisation des politiques publiques de SS, l'enjeu du dialogue entre les parties prenantes du système économique mondial. Et c'est à partir de Dakar, et vous comprenez bien pourquoi le Sénégal a pris le leadership à l'échelle internationale pour porter par exemple la résolution des Nations Unies de 2023. Le Sénégal fait partie des pays au monde qui ont, n'est-ce pas, porté cette résolution qui a positionné l'ESS comme un levier de développement durable. Le forum fait aussi la part belle à la jeunesse et aux femmes via les plateformes Préforum Joko Jeunes et Femmes ESS. Tout à fait. En quoi les conclusions de ces sessions spécifiques sont-elles capitales pour renouveler le modèle de gouvernance économique de l'Afrique aujourd'hui? Très bien. L'économie sociale et solidaire, c'est l'économie de la jeunesse et des femmes. D'abord des femmes, parce que toute l'économie réelle de nos sociétés est portée par des femmes. Absolument. Malheureusement, elles ont des difficultés d'accéder au système financier parce que c'est un système financier extraverti basé sur le capitalisme. Malgré des instruments... Malgré des instruments, mais qui ont démontré leurs limites. Parce que justement, tout l'écosystème de la culture entrepreneuriale,
d'accompagnement de proximité, mais aussi de révision des indicateurs d'évaluation. Si vous accompagnez un groupement de femmes du Waalo en vous basant sur la rentabilité exclusivement marchande, mais je regrette, ce groupement ne sera jamais solvable. Les femmes de la langue de Barbarie, par exemple, sont allées demander un crédit, mais le système de crédit, comme vous le savez, est basé sur le calendrier grégorien, alors que le système halieutique est basé sur le calendrier lunaire. Autrement dit, la banque leur demande de verser chaque le 5, mais le 5 du mois grégorien, ça peut être le 25 du mois. Donc vous voyez le décalage entre le système officiel qui régente notre société et notre économie et le système réel qui fait fonctionner notre société, mais malheureusement qui est développé. Alors, le pré-forum femmes qui s'est tenu ce matin avec plein de ministres africains. Il y a 5 ministres africains qui ont fait le déplacement uniquement pour le pré-forum femmes. Et elles ont adressé des enjeux extrêmement importants en termes non pas de femmes développement social. Ces femmes en tant qu'entrepreneurs sociales, d'autant plus que nous sommes convaincus que lorsque nous investissons sur la femme, c'est le changement social qu'on accélère. Imaginez-vous au Fouta, les femmes qui ont accès à la terre, les femmes qui ont accès au crédit, amènent leurs enfants, leurs filles à l'école. Donc pour régler l'inscription, le maintien des jeunes filles à l'école, il faut passer par les femmes. Les jeunes également, le pré-forum jeune qui se déroule actuellement, n'est-ce pas, regroupe des jeunes de plusieurs pays africains et ils vont adresser les enjeux de digitalisation, ils vont adresser les enjeux d'entrepreneuriat, les enjeux aussi d'incubateurs. Comment mettre en place des incubateurs qui offrent des services corrélés, des services groupés pour les jeunes, surtout à l'échelle des territoires. Autrement dit, le pré-forum femmes et le pré-forum jeunes sont actuellement en train de travailler sur des recommandations qui vont être portées au grand forum. Donc non seulement les jeunes et les femmes ont leur pré-forum, mais après, dès demain, ils vont venir nous rejoindre dans les ateliers. On a 28 ateliers, 19 sessions autogérées, 6 plénières. On a même une réunion du comité consultatif des ministres africains sur l'ESS. Ça, c'est jamais tenu. C'est la première fois au Sénégal. Oui, ce genre d'événements sont l'occasion de grandes déclarations et de recommandations de clôture, mais concrètement, comment le comité scientifique que vous co-présidez, ainsi que les organisateurs, comptent-ils assurer le suivi des résolutions pour qu'elles se traduisent en projets concrets au sein des collectivités territoriales décentralisées surtout? Tout à fait. Ce sont les résolutions, par exemple, de Dakar 2023 et de Yaoundé 2024 qui ont accentué, qui ont accéléré le mouvement d'institutionnalisation de l'ESS dans tous les pays africains. Avant, on n'avait que 3 pays, Sénégal, Maroc, Cameroun. Maintenant, on a au moins 25 pays africains qui sont en train d'avancer, où les États se sont réveillés pour dire nous sommes en train de travailler l'économie officielle en ne tenant pas compte de l'économie réelle. Et donc, c'est un forum aussi qui va porter un plaidoyer. Je rappelle également que le comité scientifique vient de publier un ouvrage collectif sur les dynamiques ESS en Afrique. L'ouvrage a été publié à l'Harmattan et c'est demain que nous allons faire la présentation. C'est 25 pays africains qui ont contribué pour parler de leur dynamique ESS. On est allé très loin jusqu'aux coopératives, n'est-ce pas, d'Argan au Maroc. On est allé jusqu'aux produits de la forêt au Cameroun pour voir les dynamiques ESS qui s'y passent. Maintenant, je rappelle que le comité scientifique aussi travaille sur la proposition d'écoles de formation, sur la proposition de manuels de compétences pour renforcer les capacités des acteurs. Toutes choses par ailleurs qui démontrent qu'on est en train de faire un très bon travail, malgré les moyens limités, mais nous avons au moins le sourire des jeunes et des femmes, nous avons le sourire de ces acteurs de l'ESS qui ne demandent qu'à être écoutés. Je dois également souligner qu'il y a un enjeu épistémologique très important. Lorsque nous, les intellectuels francophones, nous parlons dans ces forats, nous ne prenons pas suffisamment en charge le fait que les acteurs réels parlent par rapport à un code épistémique complètement différent au regard des langues nationales. Et c'est un enjeu extrêmement important que dans les forats, on puisse donner la parole à tous les acteurs. Autrement dit, nous avons tout fait pour que les acteurs parlent dans leur langue et puissent être compris. Sinon, c'est une injustice cognitive
où seuls les intellectuels francophones vont parler et tous ces enjeux sont adressés. Et donc, je pense que le plaidoyer est déjà bien compris par les autorités et les acteurs. Professeur Samba Ndiaye, merci. C'est moi qui vous remercie.